Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast consacré au football marocain. Bienvenue à tous nos auditeurs. Je sais qu'il y en a des millions et non, c'est pas vrai. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, au programme de ce podcast, on va revenir sur l'actualité de la Botola et de la Coupe du Trône. Finale de la Coupe du Trône le 18 novembre entre le MAS et l'OCS. On reviendra également sur l'actualité des joueurs marocains à l'étranger, ce qu'ils ont fait ce week-end. Et puis on enchaînera bien sûr sur le match de l'équipe nationale contre la Côte d'Ivoire. On y reviendra. Avec nous aujourd'hui pour ce podcast, Ashraf, comme d'habitude. Ashraf, comment ça va? Salut Tawfek, ça va très bien et vous? Moi, ça va, merci. Et on a notre ami Smaïl qui est avec nous également aujourd'hui. Comment ça va, Smaïl? Bien, et vous? Ça va très bien, ça va Ça très va. bien. Et on espère la victoire du Maroc la semaine prochaine. Samedi, c'est samedi. On est un peu sous tension, là, sous pression, là, encore un petit peu. Je sais pas si vous aussi, peut-être pas Smaïl, hein. Non, pas tellement. Bah, moi Mais j'ai ma petite liste, je suis en train de noter les noms des blessés. Ça arrête pas, mais bon. ça s'accumule, hein. Ouais. On y reviendra tout à l'heure. Et puis on va commencer avec la Botola. On en est déjà à la huitième journée, même si c'est vrai que tout le monde n'a pas joué ces 8 matchs, hein, notamment le champion en titre, hein, le FUS de Rabat, qu'on est simplement à 4 matchs joués, si je dis pas de bêtises. Et c'est pas un départ idéal, hein. Je crois qu'il y a une victoire, une défaite, 2 matchs nuls. Si je dis pas de bêtises encore, j'ai pas tout ça sur ma fiche. Par contre, il y a une équipe qui vraiment carbure à fond, c'est le Wydad. Et je sais que vous appréciez un petit peu cette équipe, un petit peu. Donc, vous allez nous en dire un petit mot. D'accord. Oui, le Wydad qui est sur un rythme exceptionnel. 19 points en 7 matchs. Le Wydad fait partie des équipes qui ont encore un match à jouer, notamment contre Berkane, reporté de la 4e journée, qui n'a pas encore été programmé, il me semble. Il y a seulement 7 équipes qui ont joué leurs 8 matchs. Donc, pour l'instant, le classement, il reste temporaire, notamment pour le FUS qui est avant-dernier, mais avec seulement 4 matchs. Le Wydad qui a 6 victoires, un nul. On peut ajouter une 7e victoire si on compte Zamalek. Donc, pour l'instant, de Sabre, il fait un parcours de champion, hein. Ouais, surtout que de Sabre, il a un petit peu changé le style de l'équipe du Wydad depuis qu'il est venu avec Toshak. On était habitué à jouer un style plutôt défensif, puis il est venu, il a un peu chamboulé tout ça. Euh, il y a des joueurs qui se sont imposés aussi très rapidement, comme Ben Sharqi. Et puis aussi la recrue William Jabor. Ouais, qui fait de très bons matchs. Il y a un vrai changement de philosophie de jeu. Le Wydad qui était surtout une équipe compacte au milieu, qui euh, qui arrivait à faire déjouer ses adversaires, mais sans vraiment proposer de jeu alléchant. Et là, c'est une équipe qui est devenue très très offensive avec 17 buts marqués donc en 7 matchs. Mais par contre, ils encaissent un petit peu plus de buts, même s'ils encaissent pas tant que ça. 6 buts en 7 matchs, et c'est quand même une équipe qui a l'air un peu plus friable défensivement avec Fall qui est blessé mais qui était pas en forme avant sa blessure. Parce que il y avait beaucoup à redire sur ses prestations, avec peut-être un milieu plus perméable qu'avant, mais il faut dire que Wydad joue plus en 4-4-2, donc on a sacrifié un milieu offensif pour un attaquant de pointe. Puis il y a plutôt le duo Ondama Djibor devant, avec Haddad à gauche, Ben Sharqi qui s'est imposé à la place de Hejbouj depuis son retour de blessure. Bon, après, il faudra peut-être voir sur le long terme. Il va certainement faire tourner. J'ai parlé avec lui la semaine dernière. Il m'avait dit qu'au niveau de l'état de forme, tout le monde n'était pas au même niveau. Il y avait des joueurs qui avaient beaucoup plus joué que d'autres, que certainement il devra faire tourner l'effectif. Et bon, après, on en saura plus à la trêve. Ouais, c'est Ouais, vraiment... ce qui est bien excuse-moi pour ton... avec le Wydad, c'est qu'il y a un gros effectif, il y a de quoi faire tourner en plus. Ah oui, largement. Tous les postes sont doublés, voire même triplés pour certains. Je pense notamment au poste d'arrière gauche où maintenant il y a l'Amrabat, Akçaw et El Kourdi. Il y a des doublures pour tous les postes. Il y a un petit peu moins de choix en défense centrale. Parce qu'il me semble que Arab n'est plus dans l'effectif. Du coup, on a 3 défenseurs centraux. Il faudrait peut-être faire monter Ashraf Dari qui est international
avec les catégories de jeunes du Maroc, qui a fait des matchs intéressants, qu'on pourrait peut-être voir dans les listes pour compenser, notamment maintenant avec la blessure de Fall, même s'il revient. Et Saïdi qui pouvait dépanner en défense centrale, qui était blessé aussi ces 2 dernières semaines. Donc oui, on aurait pu voir des espoirs promus en équipe A pour un petit peu compenser ce poste. Mais sinon, tous les autres postes sont très bien fournis. Ouais, on dit que c'est un gros effectif, mais je sais pas, honnêtement. On a vu quand même les limites de cet effectif qui a joué énormément de rencontres depuis maintenant plus qu'une année, qui a presque pas eu de repos réellement, contre le CAC qui est un peu réellement l'une des équipes les plus faibles cette saison. On a vu une équipe du Wydad qui était très très fatiguée en première période. On a vu que la blessure de Saïdi, surtout au milieu de terrain, qui a été remplacé par H. Benita, qui a fait un match correct, mais qui n'a pas apporté autant que un Saïdi. Et puis on a aussi vu l'entrée de Asbahi, qui était un peu, on va dire, une des stars montantes du Wydad la saison dernière, mais on voit qu'il est complètement hors de forme et qu'il aura besoin de plusieurs rencontres avant de revenir dans le rythme et puis d'être à un bon niveau au niveau de sa condition physique. Donc ouais, c'est un gros effectif sur le papier, mais en pratique, j'ai peut-être des inquiétudes par rapport à l'état de forme de certains joueurs, surtout sur toute la saison. D'ici 3, 4, 5 mois, peut-être que le Wydad va souffrir avec toute la fatigue que l'effectif a accumulée depuis la saison dernière, depuis 2 saisons en fait, parce que avec la Coupe du Trône, la Botola et puis la Champions League, ça n'a pas arrêté. Ah, mais c'est encore plus valable pour le FUS qui a peut-être plus joué que le Wydad vu qu'il allait plus loin dans les coupes du trône actuelles et précédentes. Moi, je pense quand même que le Wydad gère bien. Gagner à Kenitra, ça n'a jamais été facile. C'est vrai que c'est actuellement une équipe qui prend pas beaucoup de points, mais ça n'a jamais été une équipe facile à battre chez elle. Bon, ils se déplacent beaucoup moins bien, prennent beaucoup de buts à l'extérieur, 4 contre le Raja, 3 contre Hassania, 3 contre Horibga, mais chez eux, ça reste une équipe quand même difficile à battre, et si Wydad réussit à gagner en n'étant pas à son top à Kenitra, ça reste très bien, et puis il faut rappeler qu'il y aura une trêve en janvier avec la Coupe d'Afrique, je pense, donc il y aura moyen de récupérer pendant cette partie-là, et puis il y a un banc quand même assez large, on n'a pas vu encore chez Qatar jouer pour un petit peu faire souffler Jebor, on n'a pas vu Khadrouf et Kersi beaucoup jouer pour aussi faire tourner des joueurs à leur poste. Il y a Aït Benedir qui commence à jouer maintenant avec la blessure de Saïdi. Nosser peut être mis au repos au profit de Belkhdar. Il y a quand même Hajouj, Ounajam, Haddad, Ben Sharqi qui postulent pour les postes sur les côtés. Donc il y a moyen de garder une équipe forte en faisant tourner, je pense. Mais tu as parlé du FUS justement au début de ton intervention. Est-ce que tu penses que le FUS, comme l'a dit Regrahi, alors je sais pas si c'était de la langue de bois ou pas, mais Regrahi a dit que le titre pour lui cette année c'était pas jouable. Et est-ce que tu penses qu'il a raison? Et on est un peu en train de le constater avec ce début de championnat mi figue mi raisin. Est-ce que sans Batna, sans Saaden, ça va être beaucoup plus difficile? C'était déjà difficile la saison dernière quand Batna était blessé après le Chan. On n'a pas vu un FUS convaincant. Et là, effectivement, avec aussi Saaden qui est parti, c'est pas le même FUS. Hein. C'est une équipe qui peut faire mal à beaucoup d'équipes, qui peut compliquer la tâche aux meilleures équipes du championnat, mais c'est pas un candidat au titre. La saison dernière non plus, ils n'étaient pas vraiment un candidat au titre. Mais avec leur forme, ils avaient réussi à se hisser aux dépens de Wydad. Cette saison, ils sont quand même amoindris par rapport à la saison dernière. C'est pas le même effectif, c'est un effectif moins impressionnant. Et perdre leurs 2 meilleurs joueurs, je pense pas qu'ils peuvent rester. S'ils arrivent à se maintenir dans la première moitié du tableau, ça serait une bonne saison pour eux. C'est une saison pour moi qui va être transitoire. Bon, on a parlé du Wydad, on va essayer de pas faire de jaloux, on va parler du Raja qui fait aussi un bon début de saison,
voire un très bon. Enfin, pour l'instant, il se positionne bien. Est-ce qu'on peut dire que le Raja reste candidat au titre ou est-ce que ça va être difficile Achraf, t'as un mot à dire? Ouais, pour le Raja, c'est clairement un candidat pour le titre, avec une équipe qui propose un jeu très plaisant à regarder, dans la même lignée que la saison dernière d'ailleurs, mais avec un petit peu plus de stabilité qui a été ajoutée par l'arrivée de l'entraîneur Fakher. Ils ont des joueurs qui sont en très bon état de forme en ce moment. Je pense d'ailleurs à Belhalib en attaque, qui qui a vraiment fait de très bons matchs en ce début de saison. Moi, je vois une équipe avec un très bon milieu de terrain, avec qui est C'est le point fort, je pense. Hein. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça, avec Arlaqi, un des meilleurs joueurs à son poste au Maroc, avec une très bonne attaque aussi. Et ils sont capables de créer le danger, que ce soit par les ailes, que ce soit dans l'axe. Par contre, dans les matchs que j'ai regardés, bon, ils ont Benoun, il y a l'arrivée de Yamir aussi. On s'est dit bon, c'est peut-être que ça va stabiliser la défense, mais c'est mieux que la saison dernière. Mais pour moi, ça reste quand même assez pas super solide, on va dire. On l'a vu contre le FUS, ils se sont pris 2 buts sur 2 occasions alors que ils maîtrisaient complètement la rencontre de A à Z. On l'a vu aussi dans les matchs précédents. On Contre l'a vu Agadir aussi... notamment, oui. Ouais, voilà. Agadir qui ont une très bonne attaque d'ailleurs. Et puis on a aussi vu peut-être que le manque d'expérience de l'effectif va jouer un petit peu. Euh, Ça va quand même, ils ont Raqi, ils ont Karouchi qui sont très expérimentés, Hafidi qui a pris de la bouteille, qui est quand même très intelligent dans son jeu, et ils ont des joueurs aussi étrangers très bons avec Mbingi et Mabidi qui sont très intéressants, et Hashimi à droite, doublé par Boutaïeb qui avait fait une bonne saison dernière. En défense, ils ont aussi de l'expérience avec Oulhaj. Non, je pense quand même que le Raja, ce qui a un petit peu fait passer dans la discrétion leur parcours, c'est l'exceptionnel parcours du Wydad. Mais si on regarde, ils prennent 15 points en 7 matchs, soit plus de 2 points par match. Si on regarde les dernières saisons, en moyenne, le champion, il arrive difficilement à atteindre la moyenne de 2 points par match au bout d'une saison. Donc, pour l'instant, le Raja est Tanger dans une très bonne dynamique, un très bon parcours. Le Wydad fait mieux, c'est tout. Ouais, c'est ce que je voulais dire quand j'ai lancé le sujet. Je voulais dire que le Raja, j'hésitais entre bon et très bon ce début de saison. En fait, il est très bon son début de saison et c'est pour ça que j'ai mis un bémol. Je me suis dit, est-ce que finalement il va pouvoir accrocher le titre tellement le Wydad est parti sur des bases vraiment très très hautes. Bah, les trois premières équipes sont à plus de 2 points par match. Et elles sont invaincues pour l'instant, 0 défaite pour Wydad, Raja et Tanger. Il y a Jdida aussi qui est derrière avec 2 points par match et qui a perdu un seul match, mais qui va pas certainement faire la même saison que les 3 premiers, mais qui fait un bon parcours. Mais les 3 premiers, pour l'instant, c'est des très bons parcours pour l'instant. On va passer à la Coupe du Trône. On connaît les deux finalistes, l'Olympique. Un petit mot sur faire juste avant de passer à la Coupe du Trône. Je rappelle aussi que le Wydad et le Raja souffrent de pas recevoir chez eux. Et le Raja souffre un peu plus que le Wydad parce que le Wydad quand même l'a réussi à bien s'installer à 100 km de Casa, alors que le Raja doit jouer à Agadir ses matchs à domicile. Alors ça coûte quand même de l'argent et aussi de la fatigue, de la concentration, pas mal, parce que jouer à côté, c'est pas pareil que jouer assez loin. Et on verra un autre championnat quand ces deux équipes vont recevoir à domicile. Oui, alors. Reste à voir si elles vont pouvoir recevoir à domicile, ce qui est pas sûr. Moi, mon petit mot, ça va être pour parler un petit peu rapidement des promus qui font jusqu'à maintenant, donc un très bon début de saison. Alors qu'on a des équipes comme le CAC, l'OCK, l'OCS qui sont un peu des habitués de la Botola 1 de la Botola Pro qui galèrent. On a la GSKT, le CAC,
Khenifra et Tchadla qui sont à 10 points. Khenifra et Tchadla, voilà, qui sont à 10 points et qui font un très bon début de saison. Donc, bravo à eux. Ils ont eu une bonne forme récente. Ils ont commencé un peu plus difficilement la saison. On les voyait pas aussi bien, mais ils ont bien fini leur recrutement, notamment Khenifra qui a fait venir le Gourch en fin de le Gourch et Sidibé en fin de mercato en septembre. Donc c'est des équipes qui sont renforcées un peu sur le tard, des équipes qui ont beaucoup chamboulé leur effectif. Et faut voir après sur le long terme ce que ça va donner. Maintenant, pour l'instant, c'est surtout le mauvais parcours des équipes un peu stables du championnat comme Asfi et Khenitra qui propulse Tchadla et Khenifra un peu plus haut dans ce classement du premier tiers de la saison. Ouais, il y a l'OCK aussi qui est pas terrible. L'OCK qui était pas terrible déjà la saison dernière, donc là ils sont un peu dans la continuité et c'est vrai que ça va être une saison très difficile pour eux. En parlant de matchs qui se déroulent loin, tu parlais du Raja et du Wydad, il y a un match qui va se dérouler très loin, c'est la finale de la Coupe du Trône le 18 novembre prochain à Al Ayoun entre l'OCS et surprise le MAS de Fès, équipe entraînée par un homme qu'on connaît bien, l'ex-international Tariq Sketchewi. C'est une grosse surprise quand même d'avoir éliminé déjà en plus le Wydad, les Phares et maintenant l'IRT qui étaient trois candidats au titre pour remporter la Coupe du Trône. C'est une énorme surprise quand même. Bien sûr, c'est une équipe de Botola 2, mais quand même avec un effectif de Botola 1. Quand on voit les joueurs qui sont alignés, la plupart on les a vus en Botola 1 la saison dernière, que ce soit avec le MAS ou avec d'autres équipes, notamment Karachi l'arrière droit, notamment Abrigel je veux dire, et ils ont à peu près les mêmes joueurs que la saison dernière. Au milieu, ils ont toujours Karoueta, Amanan, Skchiwi, le neveu du coach. Ils ont fait revenir l'Harari qui avait fait ce fameux triplé avec eux et qui était assez stable à l'OCK. Ils ont toujours Sahaji qui était à Tétouan, qui a un peu moins réussi au phare et qui s'installe dans cette équipe du MAS. Donc oui, c'est pas une surprise de les voir carburer à ce point. Enfin, je veux dire, c'est une mini surprise quand même parce que ils ont quand même fait tomber des grands, mais ça reste une équipe d'un effectif de niveau D1. Par contre, c'est une équipe qui souffre beaucoup en Botola 2. Là, ils ont gagné un seul match en championnat en 8 journées, et j'ai l'impression que cette Coupe du Trône leur coûte un peu la concentration et la motivation qu'il faut pour remonter en D1, parce que là pour l'instant c'est très très mal parti. Ils risquent de rater leur montée à cause de la Coupe du Trône et peut-être aussi à cause de la Coupe de la CAF s'ils se qualifient. Donc c'est un très bon parcours pour eux en Coupe du Trône, il n'y a rien à dire. Félicitations au MAS qui a fait déjouer les pronostics, mais peut-être qu'il valait mieux pour eux se concentrer sur la montée en D1. Ouais. Bah, j'aimerais pas trop me concentrer seulement sur le négatif pour le MAS, mais il faut quand même que je revienne pour parler un petit peu d'effectifs. C'est sûr qu'ils sont arrivés à garder plusieurs joueurs dans leur qui étaient là en Botola Pro, mais ils ont quand même perdu un peu dans le style du FUS. Ils ont perdu 2 de leurs joueurs clés. Il y a Ben Sharqi qui est parti au Wydad, qui était si je devais le comparer, bon c'est pas du tout le même style, mais si je devais comparer son rôle dans le MAS, je dirais que c'est un peu le Batna son rôle dans le MAS par rapport au FUS, ça serait un peu comme perdre Batna. Et puis ils ont aussi perdu Sidibé qui joue pas avec eux, qui était un élément très important l'année dernière. Sidibé il est encore dans leur effectif en fait, mais pour l'instant il y a un problème avec lui. Il est parti sans autorisation du club dans son pays. Le club a d'ailleurs saisi la FIFA. Exactement, mais ils ont aussi perdu Nemsaoui et El Kinani qui fait un très bon parcours avec Jdida cette saison. Il a beaucoup apporté parce qu'ils avaient très mal commencé la saison avec un autre gardien, et l'arrivée de Kinani a bien stabilisé leur cage. Donc pour moi le MAS perd dans l'affaire, bien sûr, mais malgré ça, normalement, la mission du MAS était remonter en D1. Et par rapport aux effectifs de D2, ils sont censés être mieux fournis. Maintenant,
force est de constater que la Coupe du Trône leur fait un petit peu rater leur objectif monté. Et malheureusement, maintenant, c'est clair que tout le monde a envie de gagner des trophées. S'ils gagnent la Coupe du Trône, ça sera un trophée de plus dans dans leur palmarès. Et une participation à la Coupe de la CAF, une éventuelle participation à la Coupe de la CAF, c'est un plus, bien sûr. Maintenant, est-ce que ça vaut mieux qu'une montée en D1? Je sais pas, parce que quand on reste longtemps en D2, on peut pas garder les joueurs éternellement. Ils risquent de partir s'il n'y a pas une bottle 1 en vue. Et les budgets sont pas les mêmes après pour les effectifs, pour les équipes qui restent en D2. On l'a vu avec le WAF qui a beaucoup souffert. On a vu pire que ça. On a vu le Codem descendre carrément en amateur parce qu'il n'a pas réussi à remonter vite en première division. Donc, je ne souhaite pas que le MAS souffre comme le Codem, mais j'espère vraiment les revoir très vite en D1. Et il y a un plus pour toute la Botola 1 quand le MAS est là. Il y a un très beau stade pour jouer au foot et une grande culture footballistique dans cette ville de Fès qui a quand même formé beaucoup de très bons joueurs marocains. Donc, ça serait dommage de pas les revoir très vite dans l'élite. L'OCS en finale, petite surprise aussi, non? Ah, moi, pour moi, c'était... Ah, excuse-moi, c'est vrai. Vas-y. Oui, non, vas-y, Madou, c'est vrai. Donc, moi, j'allais juste te dire que c'était, pour moi, une énorme surprise aussi. Parce que je donnais le JDA en finale, surtout après le résultat du match à l'aller où ils ont marqué à l'extérieur. Donc, pour moi, c'était presque sûr qu'on allait avoir une finale JDA, Tanger. Après, force est de constater que c'est ça, les matchs de Coupe du Trône, tout est possible. Dmé a très bien géré son match contre Jadida, puis bravo à l'OCS. Mais qui se maintient bien après son départ de Marrakech. On pensait pas le revoir aussi vite et finalement il est là, il se maintient bien. Hein, il était très critiqué parce que en championnat ça se passe pas aussi bien. Et on parlait d'un éventuel départ d'Asfi. Cette coupe lui a un peu sauvé la mise. Maintenant, ça fait 2 tours de suite qu'il se qualifie à la séance de tir au but parce que contre le FUS, ils avaient perdu 3-0 au retour après avoir gagné 3-0 à l'aller et gagné au tir au but. Contre Jida, ils perdent à domicile 1-0, reviennent en marquant un but avec une équipe très très défensive alignée, mais a pas donné l'impression de jouer la gagne. Mais c'était ce qu'il fallait faire parce que effectivement c'est ce qui a marché et c'est encore une fois sur la séance de tir au but avec un Jida qui a raté tous ses tirs au but quand même. Mm-hmm. Effectivement, on y reviendra à cette finale de Coupe du Trône une fois qu'elle aura été jouée. Donc, petit rappel, 18 novembre, il y a eu une finale entre le MAS et l'OCS. On va passer aux joueurs marocains à l'étranger, leur week-end, ce qu'ils ont fait. On a eu la première défaite de Belhanda avec Nice en championnat de France. Voilà, on a vu un Belhanda, j'ai vu le match, hein, j'ai vu une partie du match. Joueur impliqué, hein, il s'implique de plus en plus. On va pas dire qu'on retrouve le Belhanda de 2012, mais si on est patient, peut-être qu'on arrivera à retrouver un Belhanda à 80% de ce qu'il était auparavant, mais vraiment actif, impliqué, un joueur comme on l'aime, comme on l'aime Younes Belhanda. Et il est dans son élément, hein, c'est le championnat où il est le plus à l'aise parce que c'est là où il a gagné le titre. C'est son pays aussi parce que la langue, l'acclimatation est beaucoup plus facile que dans un pays où il est beaucoup plus étranger, comme l'Ukraine. Et donc, pour moi, c'est pas une surprise. Hein, c'est un joueur assez important et c'est un joueur qui peut apporter dans un championnat de Ligue 1. Maintenant, en équipe nationale, c'est toujours pas ça, hein, parce que au Gabon, il n'a pas vraiment apporté ce qu'on pouvait attendre de lui. Il a pour une fois été aligné derrière l'attaquant et pour l'instant je pense pas qu'il ait gagné sa place de titulaire. C'est très bien qu'il prenne du calibre à Nice, c'est très bien qu'il revienne en forme et peut-être qu'il pourra compenser les blessures parce que là avec Ziyech aussi qui est en forme en championnat mais qui sera absent, ça fera quand même une doublure possible pour Boussoufa en éliminatoire de Coupe du Monde.
On a eu Benatia qui a joué avec la Juventus, mais là encore, il a joué parce qu'il y avait des blessés. Bonucci était préservé parce qu'il s'était blessé en milieu de semaine, donc il avait débuté sur le banc. Barzagli s'est ensuite blessé, donc Benatia va avoir du temps de jeu si les blessures de Bonucci et Barzagli s'avèrent longues. Bon, c'est bien qu'il ait joué à une semaine de Maroc-Côte d'Ivoire quand même. C'est bien aussi qu'il se soit pas blessé parce qu'on avait peur. À chaque fois qu'il joue, on a peur qu'il se blesse. C'est tellement il est blessé qu'on a l'impression qu'il est plus coaché par Sankiné que par les entraîneurs célèbres qu'il a eu. Par contre, il y en a un qui s'est blessé aux Pays-Bas, c'est Hakim Ziyech. Ouais. Oui, Ziyech, mais on n'avait pas l'impression que c'était une grave blessure. Bon, maintenant, entre nous, moi, je pensais pas qu'il serait titulaire en équipe nationale, donc c'est pas un coup dur du calibre de l'absence d'Ahmadi qui est un titulaire indiscutable en équipe nationale. Mais ça reste une option en moins. C'est un joueur qui aurait pu entrer en cours de jeu et donner une passe de but ou marquer sur une phase de jeu ou sur un coup de pied arrêté. Bon, on fera 100 et on a un peu l'habitude d'avoir des blessés dans cette équipe nationale. Un autre blessé, c'est Karim El Ahmadi qui n'a pas joué ce week-end avec le Feyenoord. Et, coïncidence ou pas, le Feyenoord a perdu sa première défaite de la saison en championnat. Alors, est-ce une coïncidence Je sais pas, parce qu'il faudrait que je revoie le match par rapport à ce que j'ai vu du Feyenoord en début de saison pour voir s'il y a vraiment une différence dans le jeu sans et avec El Ahmadi du côté du Feyenoord. En Espagne, Youssef Nasseri n'est pas rentré en jeu et en Angleterre, Sofiane Boufal est entré en jeu pendant 20-25 minutes. C'est peut-être inquiétant, Sofiane Boufal qui rentre 2 fois de suite. Il est il était remplaçant en Europa League en milieu de semaine et remplaçant à nouveau le week-end. On pensait le voir titulaire au moins sur l'un des 2 matchs. Est-ce que c'est inquiétant? Oui et non. C'est quand même bien qu'il ait encore faim de temps de jeu et donc il pourra assouvir cette faim avec l'équipe nationale. Moi, je trouve que ce qui est vraiment inquiétant pour venir à la blessure d'Ahmadi, ben c'est ça, c'est l'homme clé de l'équipe nationale depuis quelques matchs. Ça m'a un petit peu rendu vraiment pessimiste pour ce match contre la Côte d'Ivoire. J'espère que ça va pas être la même chose qu'avec Feyenoord. Moi, j'ai pas regardé le match, donc je peux pas vraiment me prononcer dessus, mais j'imagine que ça a beaucoup joué dans leur défaite. J'ai quelques amis qui sont supporters de Feyenoord puis qui arrêtent pas de louer toutes les qualités d'Ahmadi depuis le début de saison. C'est un peu leur héros en ce moment. Puis bon, voilà. Je suis vraiment déçu. Je comptais beaucoup sur lui pour le match contre la Côte d'Ivoire. Je sais pas c'est qui va le remplacer du coup. Moi, je vois bien Seyss à sa place parce que jusque là il a joué en défense et si on joue à 4 derrière, ça sera Dacosta, Benatia et Seyss en 6. Maintenant, à qui il va être associé? Est-ce que ça sera Aït Ben Nasser? Moi, c'est ce que je choisirais, ou bien Belanda que j'aime pas trop voir dans un poste défensif parce que c'est pas ce qui lui réussit le mieux. Alors, on y vient à l'équipe nationale, on enchaîne. Effectivement, Karim El Ahmadi, il a été remplacé dans un premier temps par Omar Kadouri dans la liste, mais dans un second temps, on a eu Aziz Bouhaddoud remplacé par Badr Banoun du Raja. Badr Banoun qui est défenseur central. Donc, on peut imaginer qu'un défenseur central ajouté à la liste fait monter un ex-potentiel défenseur central, donc soit Romain Saïs, soit Youssef Ben Nasser, en milieu défensif pour remplacer Karim El Ahmadi. Donc, on aura forcément un des deux qui sera titulaire à la place de Karim El Ahmadi, c'est-à-dire soit Ed Ben Nasser, soit Romain Saïs. Ça, presque à 99%, c'est sûr qu'un des deux sera titulaire. Voir les deux. Voir les deux. Il y a quand même plus de chances de voir Saïs titulaire que Ben Nasser, j'imagine, si on regarde un peu l'historique de Hervé Renard. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais le souci, c'est avec qui, là? Avant, avec Hervé Renard, on avait Ahmadi, Oubadi, sans absent. Qui s'est imposé entre-temps dans ce poste-là? Qui a été essayé d'abord? Il y a eu Fajr qui n'a pas non plus joué le dernier match, et Aït Ben Nasser. Dans la liste, ce sont ces joueurs-là qui ont été, à moins que j'ai raté quelqu'un. Alors, Ashraf, effectivement, Saïs passe avant Ed Ben Nasser parce qu'il a joué beaucoup plus. Si on regarde l'historique de Renard, il a joué beaucoup plus de minutes
Mais au poste de milieu défensif, pour l'instant, Romain Saïs n'a joué aucune minute à ce poste-là avec Hervé Renard. Par contre, Aïd Ben Nasser a joué une vingtaine de minutes en Albanie et quasiment tout le match, je crois, contre Sao Tomé. Ouais. Voilà, donc ça fait deux. Ça fait deux joueurs qui sont les plus susceptibles de jouer à ce poste. Il y a eu Fajr qui a aussi joué à ce poste, qui a remplacé Obadi contre Sao Tomé à ce poste, qui a joué aussi contre l'Albanie à ce poste. Et Boussoufa qui a joué en 8 contre le Gabon. Mais je pense qu'on va plus voir Boussoufa en 10. Et donc ces trois joueurs-là, Fajr, Aïs Benasser et Seyss, seront les candidats pour la récupération. Ouais, mais ça fait quand même 2 joueurs, excuse-moi de t'interrompre, Tchaoufert, mais ça fait quand même 2 joueurs qui, entre eux, ils ont au maximum 2 matchs en tant que titulaire à ce poste en équipe nationale. Et on va remplacer Ahmadi par un des deux. Moi, je vais pas faire ma chochotte, mais honnêtement, ça m'inquiète. Ah non, mais moi je suis d'accord, Ashraf. C'est-à-dire que moi aussi, je trouve ahurissant le fait que sans El Ahmadi et Obadi, on se retrouve avec des joueurs qui ont soit jamais joué à ce poste en sélection comme Romain Saïs, soit qui ont joué une fois contre Sao Tomé. Moi aussi, je trouve ça ahurissant. J'aurais préféré qu'il y ait, je sais pas, juste un joueur comme Adam, qui a déjà joué beaucoup de fois avec l'équipe nationale et notamment à ce poste. Ou tout simplement un joueur comme Hermash. Hermash, peut-être, il est critiqué, je sais pas, mais pour moi, c'est un joueur sobre, correct, et qui aurait parfaitement pu tenir le rôle dans un match aussi important que le match contre la Côte d'Ivoire. moi j'aurais vu c'est Adam plutôt. Hein. Moi j'aurais. Adoua, mais en tout cas, bref, un joueur qui a déjà joué en équipe nationale à ce poste dans des matchs importants comme ça. Oui. Adoua, pour moi, il représente pas le futur. C'est Adam, par contre, oui, il est encore jeune. Il vient de s'imposer en Europe pour sa première saison à l'extérieur, enfin à l'étranger, et qui fait des gros matchs puisque il est titulaire indiscutable. Et apparemment contre Galatasaray, il a couru 14 km, contre Fenerbahçe, il a fait 12 km. C'est un joueur qui a donc du coffre, et c'est un joueur qui n'est pas inconnu au bataillon. C'est quelqu'un qui a déjà ses marques en équipe nationale puisqu'il a joué contre la Guinée équatoriale, qui connaît déjà le groupe. Donc c'est pas un risque de l'appeler. Hermash aurait pu être appelé. Je sais pas du tout comment il est en ce moment parce que je t'avouerai que je ne suis pas du tout le championnat des Émirats. Ouais, il est dans le même club que Adoua, mais il est titulaire. On a également donc la blessure en attaque de Aziz Bouhaddouz, mais est-ce qu'il allait être titulaire? Je ne pense pas. Et ça pose la question de la titularisation en attaque. Qui est-ce qu'on aura en pointe? Une pointe ou 2 pointes en général, une pointe avec Hervé Renard. Est-ce que ça sera Youssef Nasseri? Mais est-ce que ça sera peut-être aussi Rachid Alioui qui a marqué son 8e but en championnat de France de 2e division. Donc Alioui. Titulaire. Donc Alioui titulaire ou pas, c'est une option à ne pas négliger. Donc il y en a qui pensent que non, Alioui n'est pas l'homme qu'il faut, l'homme de la situation. Mais si on prend statistiquement ce qu'il fait depuis le début de la saison, c'est le profil dont a besoin notre équipe nationale. Enfin, je pense, à mon avis, parce que on évolue dans un système qui quand même est, enfin, c'était plus sous les entraîneurs précédents, hein, sous Zaki, sous Taussi, sous Guéret, c'était plus le cas. On avait un collectif qui amenait des occasions et on avait besoin de quelqu'un qui transforme les occasions. Et là, c'est plus le cas, je pense aussi. Enfin, voilà, on a besoin d'un numéro 9 qui marque. Youssef Nasseri, je sais pas si en le mettant titulaire, on va lui rendre service et surtout si on va nous rendre service à nous. Parce que bon, pour l'instant, déjà d'une part, il a pas encore marqué en équipe nationale. Il a marqué un but en pro dans sa carrière avec Malaga en Liga cette saison. Votre avis à ce sujet-là, Smaïl? Nasseri, il a ses qualités qui sont pressées, qui sont la course, la vitesse. C'est un joueur qui se dépense beaucoup. Pour moi, qu'il commence titulaire ou qu'il rentre à la mi-temps, il y a pas de grosse différence. Hein. Il peut fatiguer la défense adverse avant de faire entrer Alioui par exemple, ou l'inverse. Pour moi, c'est un peu importe qui commence. On a des attaquants qui se valent à peu près, c'est-à-dire des attaquants très moyens. Il y a aucun attaquant de grand calibre. Il y a pas de classe internationale à ce niveau-là. L'Arabie qui a été mis de côté, c'était la surprise. Mais on n'en est pas à pouvoir regretter son absence parce que sa présence n'était pas non plus fameuse. Là, c'est vrai qu'il a marqué 3 buts contre le Cap-Vert, mais dans 2 sur penalty.
Et il a aussi beaucoup raté des occasions. On l'a vu rater pas mal d'occasions en équipe nationale. On l'a vu décevoir au Gabon et Renard l'a sorti à la mi-temps. C'était déjà un signe très clair. Donc pour moi, peu importe qui commence, c'est un poste où on peut avoir un remplacement. En général, c'est plus dans le secteur offensif qu'on fait des remplacements, à moins d'une blessure, ce qu'on n'espère pas. Que l'un ou l'autre commence, Alioui ou Nsairi, ça, pour moi, peu importe. Peut-être que Azaro peut aussi rentrer en fin de match. Pardon? C'est quand même deux profils différents. Quand tu dis que ce soit Alioui ou Nasseri qui commence, c'est quand même deux profils différents. Ce sont tous des profils différents dans son secteur. Bouhaddouz aussi, c'est un joueur différent dans sa liste avant sa blessure. Et il y a Azaro aussi qui a un autre profil de joueur. C'est tous des attaquants différents. Maintenant, il y a aussi Boutaïb qui peut assurer un rôle de pivot, qui peut un peu peut-être permettre aux ailiers de chercher à marquer à la place de l'attaquant. Mais maintenant, c'est Renard qui va trancher en dernier recours, mais j'ai quand même l'impression qu'il a une préférence pour Nsairi. Achraf? Moi, de mon côté, déjà en ce qui concerne l'Arabie, je pense pas que son absence soit très dédommageante, on va dire. C'est pas très grave. Dans le sens que, comme tu disais tout à l'heure, Tawfiq, on a, dans notre système de jeu, on a besoin d'un tueur devant. On a besoin de quelqu'un qui arrive à convertir les occasions de but. Puis, ça fait très longtemps que l'Arabie est là, puis il arrive pas à être aussi efficace qu'on le voudrait, malheureusement. Et on l'a remarqué contre le Gabon qui était en manque de rythme, donc c'est pas quelque chose qui va, à mon avis, c'est pas quelque chose qui va s'arranger dans le futur. Donc peut-être que c'est l'occasion de tourner la page. C'est sûr que on se prive un petit peu de son expérience. C'est sûr que c'est un joueur qui a des qualités. Il a marqué beaucoup de buts importants pour l'équipe nationale malgré tout. Faut pas non plus oublier ça. Mais le niveau de nos attaquants globalement, comme dit Smaïl, se vaut, ils sont à peu près au même niveau, donc c'est peut-être que c'est une bonne occasion pour tourner la page puis essayer autre chose. Après le choix entre Alioui et Nsairi, moi honnêtement, si je devais regarder juste les statistiques des deux joueurs en club, c'est sûr que je privilégierais Alioui. Mais je suis resté un peu sur ma faim lors de sa dernière entrée de jeu avec l'équipe nationale. J'étais un petit peu déçu, il était un peu trop lent selon moi, il a perdu quelques ballons. Il m'a pas trop convaincu, alors que Nsairi, lui, face au Gabon, il y a eu beaucoup d'impact direct T'as pas Alioui parce qu'il a marqué contre ton pays, le Canada. Voilà. Moi j'ai qu'un pays déjà pour qu'on soit clair. Moi je suis marocain. Après le Canada j'aime beaucoup, mais bon. Ouais, non. On a parlé de l'Arabie contre le Gabon moyen, tout ça. Je voudrais revenir sur un joueur qui ce week-end s'est distingué par un carton rouge et une performance moyenne avec son club, la Saint-Etienne, Oussama Tanan. Je reviens sur sa prestation au Gabon, et parce qu'en fait plus les semaines passent, et plus j'ai le sentiment que sans ce joueur-là au Gabon, avec un joueur juste un peu plus, avec un peu plus de percussion, de créativité, voilà, on aurait pu revenir avec la victoire du Gabon. Et plus je vois Oussama Tanan, plus les semaines passent, et plus je regrette ce match. Voilà, je voulais dire ça. Bah, apparemment, Oussama Tanan il a piqué une crise lors de son dernier match. Pour de la nervosité. Mais ça fait un moment qu'il est pas terrible avec son club et il aurait jamais dû, je pense, être titulaire au Gabon. C'est vraiment, je pense, hein, moi j'ai le sentiment, comme je disais, que il nous a un peu foiré ce match. Mais il a été titulaire pour son impact physique principalement, j'imagine. Ouais. Après... Il était titulaire dès l'arrivée de Renard. Il était titulaire contre le Cap-Vert aussi. Il venait d'arriver à Saint-Etienne avec
une forme un peu au-dessus de son vrai niveau. Donc il a été surcoté, que ce soit à Saint-Etienne ou au Maroc, c'est tout. C'est un joueur correct, encore jeune, qui va encore progresser, qui n'est pas encore au niveau de mériter d'être titulaire en équipe nationale, c'est tout. Et en plus, à l'époque, il arrive en équipe nationale parce qu'il arrive à Saint-Etienne. Et il y a un problème avec l'équipe nationale depuis plusieurs années, c'est que dès qu'il y a un joueur qui se distingue en championnat de France, faut directement qu'il débarque en équipe nationale. Et moi, je pense, je persiste à penser qu'il a débarqué contre le Cap-Vert parce qu'il venait de signer à Saint-Etienne et qu'en restant aux Pays-Bas, on l'aurait pas du tout vu contre le Cap-Vert. Non. Le gros blanc. Je sais pas. J'ai mis un blanc, là, j'ai mis un froid à tout le monde. Là, c'est très possible, je veux dire. Non, c'est vrai, il y a cette francophilie qui date d'avant Renard. Et le fait que c'est peut-être un championnat qu'en suit plus que les autres championnats européens. Quand je dis c'est peut-être la partie francophone du forum et du Maroc, mais c'est vrai que à défaut de jouer dans les grands clubs anglais et espagnols, c'est la Ligue 1 qui va passer devant. Hein. Très bien. Écoutez, messieurs, on a fait le tour là à peu près. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à propos de ce match qui arrive à grands pas? Peut-être les pronostics. Ouais, c'est ça. C'est l'heure des pronostics. C'est l'heure des pronostics. Donc, Ismaël, tu me l'as déjà dit en off tout à l'heure ton pronostic. Mais si tu veux le répéter à mes millions d'auditeurs. Ouais, pour moi, le résultat le plus probable, c'est pas le souhait, c'est le pronostic, c'est 0-0. Ouais. Achraf? Ouais, moi je pense que ça va être un partout. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire réussira à marquer au Maroc. Ils ont quand même une armada offensive assez impressionnante. Donc, ouais, on n'a pas parlé de la Côte d'Ivoire. Hein. On n'aura peut-être pas le temps aujourd'hui, mais c'est vrai que leur équipe fait toujours aussi peur malgré le départ des cadres. Hein. Yaya Touré, Kolo Touré, Drogba. Il me semble que Doumbia ne joue plus en sélection alors qu'il avait marqué contre nous il y a un an en amical. Kopa Barry n'est plus là, le gardien titulaire Hugo suspendu, Eric Bailly blessé, Gervinho blessé. C'est une équipe qui est quand même amoindrie et dans le même temps capable de nous poser des problèmes. Allez, je vais vous donner mon pronostic. Quand même, malgré ça, je vois la victoire du Maroc. C'est un petit sentiment, un petit pressentiment. Parce que c'est le match qui approche. Hein. Peut-être qu'il y a 2 semaines, t'aurais pas dit la même chose. Il faut que tu me donnes le résultat, par contre. Me permettre de poser un pronostic. Si j'avais à parier, je parierais 5 minutes avant le match. Si j'avais à parier. Voilà, messieurs, okay. C'est tout pour aujourd'hui. On va remercier nos auditeurs qui sont à chaque fois plus nombreux. 5 millions la semaine dernière et 6 millions il y a 2 semaines. C'est génial. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Ouais, on avance petit à petit. C'est pas mal. On s'améliore. Bon, mais merci, messieurs. Merci à vous pour cette émission. On se donne rendez-vous la prochaine fois. Après le match. Ouais. On refera une émission sûrement après le match. Et puis, c'est le moment de vous dire au revoir. Au revoir, Smaïl, et au revoir, Achraf. Au revoir, Achraf. Au revoir, Sophia. Au revoir tout le monde. Puis n'hésitez pas à nous partager sur vos pages Facebook et compagnie. Ça devrait être le travail de Sophia. Pas de dire ça, mais je vais faire ça. Partage. Oh, il nous vole mon rôle d'adhérent. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Bon, c'était pas mal. The bass drop.